Bonsoir à toutes et à tous. Alors, 107e briefing ce soir pour le dernier briefing de 2022. Donc, notez déjà la date, nous nous retrouverons le lundi 9 janvier voilà, pour le premier briefing 2023. Alors, ce soir, nous avons Arnaud qui va être tout seul, puisque Igor est de nouveau sur les routes, mais Arnaud va nous contacter de chez lui, voilà, parce qu'il préférait rester au chaud pour soigner une petite grippe débutante et pas la redonner à ses camarades. Nous t'en félicitons, Arnaud. Je crois que le directeur Chinsky avait un propos liminaire. Nous allons l'écouter. Je voulais commencer ce débriefing historique par une citation musicale de Andrew Lloyd Webber, Don't Cry for Me, Argentine. Ah oui, c'est plutôt la France qui va pleurer. Bien, Arnaud, on va t'écouter avec passion, comme toujours, donc n'hésite pas. À toi la parole. Merci Gilles, un peu dans la même veine que le propos liminaire de Pavel. La principale nouvelle, c'est évidemment Vladimir Poutine, qui, semble-t-il, a été le premier chef d'État étranger à féliciter son homologue argentin hier soir après la victoire de l'Alba Céleste. Hier et aujourd'hui s'est tenu le congrès du mouvement pan-russe des enfants et de la jeunesse, qui avait été créé par décret présidentiel en juillet dernier. Qui a un nouveau dirigeant et un premier dirigeant en la personne de M. Gourov, vice-ministre de l'Éducation. Alors évidemment, ça rappelle quelque peu les mouvements de pionniers, peut-être, voire même de Komsomol de l'époque soviétique. En tout cas, cela témoigne d'une volonté de l'État de se saisir du dossier de la jeunesse dont le pouvoir constate que les perceptions sont en décalage avec les autres générations de la société russe, qui peut poser problème. Alors, peut-être s'agit-il finalement de perpétuer quelque part, ou d'essayer de perpétuer le poutinisme après Poutine. C'était déjà visible dans la réforme constitutionnelle de juillet 2020. Ce congrès a été marqué par un premier couac, puisqu'il n'y a pas pour l'instant de consensus sur le nom de ce mouvement, et j'attire votre attention sur le fait que le budget alloué pour l'année prochaine est de 21 milliards de roubles, ce qui fait plus de 300 millions d'euros, ce qui est assez considérable. Alors, dans le domaine économique maintenant, tout d'abord, deux confirmations de décisions ou de tendances que l'on avait identifiées la semaine dernière. D'abord, l'affaiblissement du rouble qui se poursuit. Aujourd'hui, à la bourse de Moscou, 1 euro valait 72 roubles, 1,68 $. Ce sont les niveaux les plus bas pour le rouble depuis la fin du mois de mai. Et je rappelle que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les finances publiques russes, pour le budget fédéral. Autre confirmation, le maintien à 7,7 points du taux de base de la Banque de Russie. Encore deux chiffres. D'une part, le secteur de la restauration qui souffre. On le savait, on le constatait, on a désormais des chiffres. Depuis le mois de septembre, près de 10% des restaurants, bars, cafés, en tout cas points de restauration en tout genre ont fermé, ce qui traduit naturellement un changement de modèle de consommation en Russie ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Autre chiffre, les importations parallèles qui atteignent depuis le mois de mai 20 milliards de dollars selon le directeur des douanes. Donc c'est un phénomène qui est tout sauf marginal. J'en viens maintenant à un sujet qui est la confluence de l'économie et de la politique étrangère. C'est le 9e paquet de sanctions européennes entériné en fin de semaine dernière. Alors, je ne passerai pas en revue toutes les mesures puisqu'elles sont très nombreuses et ça fait des dizaines de pages. Je retiendrai simplement les plus importantes. D'abord, l'inclusion de environ 200 nouvelles personnes physiques et morales à la liste des sanctionnés, dont 3 vice-premiers ministres, des gouverneurs,
également des parlementaires, ce qui est assez surprenant. Je pensais personnellement que tous les parlementaires avaient été sanctionnés, ce n'était pas le cas. Autre entité dans le domaine des médias, VGTRK, c'est-à-dire la grande holding des médias publics en Russie, le groupe national de médias qui est un autre groupe privé qui détient des journaux, des radios et qui appartient à l'homme d'affaires Yuri Kovalchuk. À cela s'ajoutent des entreprises relevant du complexe militaro-industriel ainsi que 3 banques, MKB, c'est-à-dire la Banque de crédit de Moscou, la Banque d'Extrême-Orient, ainsi qu'une banque rattachée à Rosneft. Par ailleurs, le 9e paquet inclut des interdictions d'investir dans le secteur minier, à quelques exceptions pour des matériaux jugés critiques. Il prévoit également, ce 9e paquet, un embargo sur les exportations de certaines technologies duales, notamment des moteurs et des éléments pouvant être utilisés pour des drones. À cela s'ajoutent les ordinateurs portables, les caméras de cinéma et d'autres matériels. Enfin, est interdite pour les entités européennes d'octroyer un certain nombre de services de publicité, également certains tests de produits, ainsi que des études de marché. Alors, en contrepartie, ou plutôt en complément de ce durcissement, on voit que certaines entreprises, certains hommes d'affaires russes présentés comme étant significatifs pour la sécurité alimentaire mondiale, eh bien, font l'objet de certaines mesures de clémence, ou en tout cas, on revient sur certaines sanctions, on autorise au cas par cas certaines transactions, des dégels même d'actifs. Cela concerne entre autres les sociétés Fossagro, Akron, Uralchem, qui sont les grands groupes chimiques russes actifs dans la production d'engrais. Enfin, il y a une interdiction faite aux ressortissants de l'Union européenne de siéger dans tout groupe public russe, et non plus seulement dans les 13 qui figuraient dans la liste précédente. Mais là encore, il y a des exceptions pour les entreprises, je cite, assurant des livraisons d'énergie critiques. Donc, à suivre. Enfin, 2 nouvelles de politique internationale, de politique étrangère. D'abord, la visite de Vladimir Poutine à Minsk, qui est en cours. C'est la 13e rencontre entre le président russe et son homologue biélorusse, mais c'est la première fois depuis 2019 que les 2 hommes se rencontrent en Biélorussie. Ces 3 dernières années, leurs entretiens en direct se faisaient en Russie, à Saint-Pétersbourg, à Sotchi ou à Moscou. Alors cet entretien, ce qu'il faut noter par ailleurs, c'est que Lavrov et Shoigu sont également présents à Minsk, qui alimentent les rumeurs sur une possible décision biélorusse de se joindre à l'opération militaire spéciale, hypothèse qui a été démentie aujourd'hui encore par le porte-parole du Kremlin, M. Peskov. Enfin, du 21 au 27 décembre, c'est-à-dire dès la fin de la semaine, dès le milieu de cette semaine même, sont prévues des manœuvres navales conjointes russo-chinoises en mer de Chine orientale. Et le 30 décembre est prévu un nouvel entretien téléphonique entre les présidents russes et chinois. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur l'actualité russe. Merci beaucoup Arnaud. Alors le fameux entretien avec le président indien n'est toujours pas revenu dans l'agenda. Non, il n'est pas revenu sur l'agenda, si tant est qu'il y ait figuré, en fait. Encore une fois, il y a double lecture. Donc il n'y aura pas ni d'entretien, ni de sommet, ni de rencontre entre les 2 hommes. Ceci dit, encore une fois, le ministre indien est venu récemment à Moscou et des contacts sont prévus au niveau ministériel dans le cadre de la présidence du G20, présidence indienne qui va s'ouvrir. Donc, je ne dramatiserai pas la situation. D'accord, très bien. Alors, on n'a pas beaucoup de questions. Il y en a une qui demande quel est Alors maintenant, on n'a plus l'image, mais quel est le tableau au mur derrière toi? C'est le tourbillon de Maliavin, Vichy.
Voilà, Et ce donc, n'est pas l'original, évidemment, qui fait plusieurs mètres de haut et de large et qui est à la galerie Tretiakov, comme chacun le sait. voilà, comme toujours. Alors, eh bien voilà, je n'ai pas tellement d'autres questions. Donc, on va déjà faire quelque chose d'important, c'est qu'on va saluer à nos collaborateurs et amis qui nous quittent, mais pour un avenir radieux. Voilà, donc on va tourner la caméra vers lui. Il s'agit de Grégoire Fesneau, qui était notre directeur de la communication pendant 6 ans ou 7 ans, même, chose comme ça, et qui a été absolument merveilleux, efficace, brillant, bon camarade. Enfin voilà, donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'on le voit partir. On sait que c'est pour une activité qui a l'air d'être passionnante et qui nous a un peu évoqué. Donc, on est heureux pour lui, mais bien sûr triste pour nous. Donc, pour toutes ces années, tous ces efforts, merci infiniment, Grégoire, et donc bonne chance pour le reste. Le départ de Grégoire ayant une incidence importante pour ce format vidéo, parce qu'avec son départ, il ne sera plus, les podcasts ne seront plus soumis à la censure, et voir partir Grégoire avec ses grands ciseaux, c'est un petit peu pour nous comme perdre notre licence Lubavitch. Merci pour tout, en tout cas. Voilà, bah écoutez, ça y est, il y a quelques questions. Alors, ah oui, il y en a qui ont vu nos invités dans la vitre, donc ils demandent comment va Benoît. Donc, Benoît va bien. Voilà. Alors, une question plus sérieuse. Pensez-vous que la Russie soit finalement mieux armée, entre guillemets, qu'autrefois l'URSS face à l'isolement économique vis-à-vis de l'Occident, notamment en raison d'une véritable économie libéralisée, flexibilité des prix, du marché du travail, etc. C'est un vrai sujet. Il y a évidemment du pour et du contre. C'est-à-dire que d'un côté, l'économie russe est plus exposée à l'international et donc aux sanctions, y compris sanctions financières. D'un autre côté, la Russie n'a pas les mêmes contraintes, et Dieu sait si elles étaient importantes au milieu des années 80, contraintes liées à la planification, mais également au soutien à fonds perdus des pays du bloc socialiste. Je serais tenté de dire qu'elle est mieux préparée, mieux armée, même si on le voit depuis 2014, eh bien les sanctions ne sont pas indolores. Ceci dit, elles ne sont pas indolores non plus pour ceux qui les prennent. Pour paraphraser l'intervenant de la réunion de la semaine dernière, qui s'est tenue la semaine dernière à l'Observatoire sur les questions énergétiques, les sanctions occidentales ne mettront pas la Russie à genoux, ne feront pas chuter le régime russe, pas plus d'ailleurs que les décisions russes dans le domaine énergétique ne feront geler l'Europe. Donc, encore une fois, je pense que la Russie me paraît mieux armée que l'URSS des années 87-88, et que les parallèles sont légitimes, mais pas forcément éclairants. Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive et frappée au coin du bon sens. Écoutez, il nous reste donc essentiellement à vous souhaiter des bonnes fêtes de Noël, de Nouvel An, de Nouvel An russe, de Bonne Année russe. Enfin voilà, on entre dans un corridor important de fêtes diverses. Voilà, donc faites attention à votre foi essentiellement, dans tous les sens du terme. Et on se retrouve donc le lundi 9 janvier pour une nouvelle année qui, espérons-le, sera un peu plus joyeuse. Jusque-là, tenez bon. Et la CCI France-Russie, comme toujours, est à vos côtés. À bientôt. Excellente fin d'année.